merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bouygues est une fierté française. Mais il semble qu'en ce moment, la construction connaît des remous, c'est difficile. Il y a la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, le coût des matières premières, et puis surtout les nouvelles réglementations qui font peur. Est-ce que ça augmente le prix? Et puis la décarbonation qui est l'axe. Il faut lutter contre le changement climatique. Et donc, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt parce que finalement, ce que j'ai vu, moi, des documents que Bouygues met à la disposition des Français sur ces sites, c'est très impressionnant la recherche. Il y a une espèce d'effervescence sur tous les sujets, à la fois la ville, l'urbanisme, à la fois l'utilisation des bâtiments, le multi-usage, des tas de mots extraordinaires sur la ville de demain. Donc, grand merci. Vous allez nous présenter d'abord, si j'ai bien compris, quelques slides, quelques diapositives qui vont engager la discussion et montrer un petit peu les frontières, les bornes du sujet. Merci, Brice Lalonde, de nous accueillir. C'est effectivement un vrai sujet d'aujourd'hui, la décarbonation. Il faut agir vite. Il faut agir vite, et d'autant qu'on voit qu'on n'a sans doute peut-être pas engagé sur la bonne trajectoire. Alors, chez Bouygues Construction, même au groupe Bouygues, on a bien sûr une chance inouïe. On est effectivement dans une approche, si on peut changer du coup la slide, où le groupe Bouygues travaille tant sur se loger, la slide suivante s'il vous plaît, se déplacer. On va donc travailler, comme vous voulez, se déplacer dans la ville, parler des circularités, chercher les sujets autour de comment on s'alimente en énergie, comment on communique et comment on s'informe. Alors, juste quelques slides, tout d'abord, pour nous replacer au sein de ce grand groupe de 200 000 collaborateurs. Et puis, je reviendrai après sur des sujets, sur ces travaux de recherche au sein de Bouygues Construction. Et puis, je laisserai la parole à Fabrice Denis ensuite. Alors, vous le voyez, Bouygues, le groupe, 200 000 collaborateurs, 50 milliards d'activités. Sur la droite, bien sûr, la téléphonie, les médias. On vient d'acquérir un nouveau groupe Equens avec 75 000 collaborateurs qui vont nous aider à repenser du coup l'exploitation, les services d'énergie. Et donc, sur la gauche, vous voyez nos activités de construction avec Colas, Bouygues Immobilier et Bouygues Construction. Alors, Bouygues Construction, c'est une activité de 12,8 milliards, 52 000 collaborateurs qui travaillent bien sûr sur des sujets de la construction durable, sur des bâtiments, et là les bâtiments aussi bien du logement, en passant par les hôtels, en passant par les équipements sportifs, on en construit en ce moment pour les Jeux Olympiques. On construit aussi on fait des travaux sur le développement immobilier, et là ça devient intéressant par rapport au sujet de notre décarbonation. On voit bien que pour intégrer des sujets de décarbonation, il faut penser globalité, et on pourra du coup intégrer ces sujets si on pense dès l'amont, dès la conception et dès la phase du développement immobilier. Il faudra aussi bien sûr prendre en compte les sujets autour de l'énergie et des services, et c'est la chance d'avoir dans notre groupe des gens qui travaillent autour de l'énergie. L'énergie, il faut comprendre comment on exploite, comment on vit notre bâtiment, quel est l'usage du bâtiment pour pouvoir mieux le concevoir et mieux le construire. Et comme je le disais en introduction, on travaille aussi sur le sujet de la circularité des mobilités. Les travaux publics œuvrent aujourd'hui pour nous creuser nos tunnels et réaliser nos infrastructures de demain. Juste sur la slide suivante, je voulais rappeler l'importance de pouvoir travailler ensemble. En fait, il va falloir qu'on intègre, comme vous l'évoquez, le fait qu'il faut comprendre les usages de demain pour intensifier les usages de nos bâtiments, pour pouvoir, du coup, la décarbonation ne viendra pas seulement sur le fait qu'on limitera nos matériaux, mais on pourra, du coup, rendre des usages plus importants de nos logements. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les écoles, par exemple, sont occupées 172 jours par an. Comment rendre, du coup, l'usage de ces écoles plus important pour qu'on ne soit pas obligé d'en construire de nouvelles. Alors, la présence du groupe, on le disait, en France, 42%, mais aussi dans le monde entier, donc finalement plus présent, qui nous permet de comprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, tant en Amérique, aux États-Unis, que du coup en Asie, où les choses bougent aussi. J'étais au Japon il y a 10 jours. Le Japon
prend en compte cette contrainte du carbone et commence à trouver, se construit beaucoup en bois et peut-être plus avancé que nous sur les constructions en bois. Alors, je disais, Bouygues Construction est un acteur engagé pour l'innovation, la recherche et pour effectivement agir sur la décarbonation. Sur quel domaine la R&D dont je suis en charge chez Bouygues Construction travaille? Elle va travailler du coup au regard d'un cycle d'éco-construction. On le voit bien sur cette slide. On va donc amener des réflexions sur les matériaux entrants, les matériaux de demain. Alors, des nouveaux bétons, on les appelle les bétons bas carbone. Quels sont-ils? Ils sont moins émissifs en carbone, mais aussi sur des matériaux recyclés, des matériaux géosourcés et biosourcés. On le voit, il va être important de travailler sur la performance de nos conceptions. C'est le design. Comment je réalise un design qui s'adapte à ma construction? Comment je réalise un design en prenant en compte ces matériaux entrants, mon industrialisation? Comment je cherche l'optimisation? Et là, j'aurais tendance à dire qu'on a beaucoup agi d'abord sur la performance énergétique et maintenant, il faut aller rechercher aussi des actions pour faire baisser le carbone. Au niveau de la construction, il faut penser massification, industrialisation pour aussi baisser nos émissions. On a besoin de regarder sur les phases d'exploitation dans un rétro-feedback, de comprendre du coup comment on consomme l'énergie, comment se passe du coup l'usage pour pouvoir le réintégrer dans le design et pouvoir mieux construire demain. Et puis quelque chose qu'on ne regardait pas il y a une dizaine d'années, c'est la fin de vie de nos bâtiments. Il faut regarder cette fin de vie, on pourra en reparler. Comment on fait du reuse, comment on rentre dans du coup une réglementation qui autorise la réutilisation de matériaux. On voit qu'il y a une variabilité de ces matériaux. Quand on déconstruit, il faut réutiliser. Et là, il y a des gros chemins à parcourir. Voilà pour brièvement, bien sûr, une présentation des sujets qu'on regarde, qu'on cherche, qu'on essaye de déployer. Et je laisse la parole du coup à Fabrice pour nous parler de l'ambition de construire autrement dans le bâtiment. Bonjour à tous. Il s'agit ici de faire une petite introduction pour ensuite lancer les débats et essayer de vous dire ce qu'on cherche. Déjà tourné avec tout ce que vous avez dit. Ce qu'on cherche à faire dans le bâtiment, puisque le sujet, c'est bien les leviers pour décarboner le bâtiment. Une première slide, vous voyez un bâtiment en bois, 100% bois, dans Paris 12e, qui c'est avant. Voilà. Très intéressant parce que là, on est vraiment dans le construire autrement. 100% bois, c'est un jeu de Lego, donc c'est industriel, c'est fabriqué hors site. C'est dans une cour, dans le 12e arrondissement, avec des jardins qu'on a reconstitués, un label Biodiversity, donc on est allé rechercher de la biodiversité, et donc un bon exemple. Slide suivante, peut-être dans le fond, à quoi on est soumis, nous, dans le bâtiment. On est soumis à un contexte et d'urgence et d'injonction contradictoire. Urgence, l'environnement, bien sûr, le carbone, on est très émissif en carbone dans le bâtiment. Les ressources, puisqu'on puise dans les ressources, notamment l'eau et puis évidemment le sable. Les déchets, 40 millions de mètres cubes par an qu'on produit dans le secteur du bâtiment, et la biodiversité. 50% des espèces ont disparu en 50 ans, et notamment suite à l'artificialisation. Au même moment, on a des besoins aigus en logement, en hôpitaux, en maisons de retraite, en chambres d'étudiants. Une augmentation des coûts, surtout en ce moment, une stagnation de la productivité, parce que vous le savez, dans le bâtiment, c'est 1% par an de gain de productivité, malgré tous les cerveaux qui se sont penchés, et les ingénieurs qui se sont penchés sur le secteur. Donc, on progresse assez peu. Et puis, une raréfaction des compétences, notamment tous les cols bleus, les compagnons, nos ouvriers, qu'on a du mal à attirer et à conserver. Donc, en fait, il faut qu'on construise plus et mieux, mais avec moins. Et c'est ce qu'on a appelé le construire autrement, poussé en cela par la réglementation qui évolue très vite, et c'est tant mieux, notamment cette fameuse RE 2020 en France, qui va nous aider grandement, des pouvoirs publics qui poussent, et les marchés, les investisseurs qui nous poussent énormément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire construire autrement? Sur la slide suivante, on cherche à limiter l'impact environnemental, ce qu'on appelle construire sans détruire, impact positif. Évidemment, on va y revenir, c'est le sujet d'aujourd'hui, les leviers, mais
mais vous le savez sûrement, construire bas carbone, pour le moment, ça coûte plus cher. Et si ça coûte plus cher, ça pose un problème sur les bilans de nos clients. Donc, au même moment, on doit créer une rupture dans notre façon de construire et aller chercher, grâce au digital, des gains de productivité pour faire baisser les prix, pour massifier. C'est le construire avant de construire, c'est la construction hors site, c'est, tu le disais Thibaut, créer les conditions de la répétitivité, ce qui est effectivement pas dans l'ADN du bâtiment, puisque vous le savez, on réalise des prototypes, chaque projet est différent, et c'est ce qui génère ces problèmes de gains de productivité. Et au même moment, on ne peut pas refaire ce qu'on a fait dans les années 60-70, donc on ne peut pas standardiser. Il faut faire de l'architecture, il faut placer l'usage au cœur de nos préoccupations, surtout post-Covid, évidemment. Il faut que ça soit beau. Donc on a ces 3 enjeux. Les leviers pour construire autrement, c'est la slide suivante, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Rénover, le ré, s'appuyer sur ce qui existe pour moins artificialiser, pour limiter l'empreinte du gros œuvre, le réhabiliter, le régénérer, l'hybrider, favoriser le bois et le biosourcé, ressources renouvelables et vertueuses sur le plan du carbone, on y reviendra sûrement, sourcer des solutions matériaux, technologies bas carbone, notamment le béton bas carbone, Thibaut en a parlé, l'économie circulaire et le réemploi, où on est effectivement aujourd'hui, on a énormément de progrès à faire, et ça rebat les cartes de la façon dont on travaille, la biodiversité bien évidemment, enjeu majeur de nos projets, sachant que dans le bâtiment, il faut dire que ça a été plutôt le parent pauvre au fil des années, notamment les espaces verts sur lesquels on n'a pas beaucoup investi, et puis cette industrialisation. Voilà, ça, ce sont les leviers, on y reviendra sûrement. Et pour finir cette introduction sur la slide suivante, eh bien, en fait, on fait face à avant tout des enjeux. Bien sûr, il y a des enjeux techniques, bien sûr, il y a des enjeux financiers, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux culturels et de fonctionnement collectif. Comment est-ce qu'on fait rentrer dans la tête de tout l'écosystème, et en particulier de nous, constructeurs, le impact first, hein, par comparaison avec ce safety first qui nous a permis sur lequel on a beaucoup progressé ces dernières années. Et puis, il faut modifier notre rapport avec les clients, notre collaboration avec les clients, notre collaboration avec la supply chain. Comment est-ce qu'on fait rentrer les fournisseurs, les sous-traitants dans la conception très en amont, plutôt que de les consulter tardivement et de manière séquencée, désiloter, innover, bien sûr, rentrer dans une logique de produit pour permettre la répétitivité, et puis rentrer dans une logique de valeur plutôt que de volume, 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Voilà, on va y revenir. Et puis derrière, sur les slides suivantes, quelques références. Bon, l'idée n'est pas de faire la pub. Vos clients, c'est qui en général? Alors, si on passe la slide suivante, on a des clients publics, maîtres d'ouvrage publics, on a des clients privés, on fait évidemment du logement, du tertiaire. Et là, on fait 600 chantiers par an en France. Ici, quelques références un peu emblématiques. Évidemment, on n'est pas vertueux partout, hein. Vous voyez, par exemple, ce campus de Suresnes, ce sont des bureaux Airbus à Suresnes qu'on a transformation d'usage, convertis en chambres d'étudiants, en faisant beaucoup d'économies circulaires, réutilisation de la pierre. 80% de ce qui a été démoli a été soit réutilisé sur le chantier, soit réutilisé ailleurs. Donc là, c'est un client privé, mais on a aussi sur Le Berlier une tour de 15 étages en bois, 50 mètres de haut dans le 13e arrondissement pour Emerige, un promoteur privé. Le campus Engie, vous voyez, 130 000 mètres carrés pour le siège social d'Engie, dont la moitié en structure bois. Peut-être sur la slide suivante, d'autres exemples. Le collège Revaison, maître d'ouvrage public à Lyon, où on a construit en modulaire bois. Et puis l'îlot fertile dans Paris, où un chantier zéro carbone en exploitation, avec une structure de façade en pierre, donc géosourcée, bas carbone, et puis derrière du zéro carbone voilà, en exploitation. Donc on a toutes sortes de clients, maîtres d'ouvrage public, privés. Prenons un exemple facile. Vous savez, dans le climat, on cherche toujours des boucs émissaires.
Donc, on a cherché l'aviation, etc. Et c'est le béton. Le béton et le ciment. Le ciment, d'après les statistiques, c'est à peu près 7% des émissions mondiales de CO2. Donc, c'est beaucoup. C'est plus que l'aviation, justement. Comment est-ce qu'on fait du béton bas carbone? Alors, vous avez, par exemple, il y a beaucoup de bois, j'ai vu. Il y a aussi une contradiction, à mon avis, fondamentale dans votre métier. Il faut innover et industrialiser en même temps. Et comme vous dites vous-même, chaque projet est différent. Chaque ville a son génie du lieu. Donc, à chaque fois, c'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait à la fois pour innover de manière permanente tout en essayant d'industrialiser, peut-être avec du préfabriqué, peut-être avec des choses qui sont hors site, et ensuite on les amène sur le site, je ne sais pas. Essayons de nous concentrer sur une chose, les matériaux. Donc ce béton, vous dites qu'il y a des bétons bas carbone, mais comment c'est possible ça? Notre béton armé qu'on réalise depuis 50 ans, mature, maîtrisé, et une innovation inouïe à l'époque. On mélange du coup du ciment basique avec de l'acier qui du coup est protégé. Ça marche, c'est résistant, on associe la capacité de porter donc de la compression avec la capacité de l'acier à être en traction. Alors, les recherches portent sur, en fait, c'est des recherches qu'on a menées depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a 15 ans, en fait, on commence à réfléchir à des substitutions, c'est-à-dire à mettre moins de ciment et remplacer par des fines, des poudres, des laitiers, pour dire, si je substitue, je vais faire garder éventuellement la même résistance, augmenter la résistance parce que j'ai rajouté des fines, ou diminuer le coût. Et on voit qu'aujourd'hui, ces recherches menées il y a 15 ans servent aussi la diminution d'émissions carbone. Quand je remplace une partie de mon ciment qui est réalisé à base de clinker, qui est très, très émissif, par du laitier, c'est-à-dire des résidus de hauts fourneaux, je diminue mon émission carbone. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est de travailler sur des nouveaux matériaux. On appelle ces matériaux des argiles calcinées. Donc, plutôt de chauffer du coup le calcaire à 1450 degrés, on va chauffer qu'à 800 degrés. Donc, on va moins être émissif. On voit bien qu'en fait, la part d'émission, elle est tant dans la réaction chimique qui dégage du CO2 que dans la combustion. Donc, si on chauffe moins fort, on est moins émissif. Et pour passer sur des argiles calcinées, on sera de coup moins émissif, on va chauffer moins fort. Donc ça, c'est un des axes. Après, on cherche, on a croisé des chercheurs au MIT le mois dernier où ils imaginent mettre des résidus nanoparticules en plastique, donc qui créent quand même une adhésion du coup, qui permet de remplacer, à nouveau, substituer des matériaux à la place du clinker. Et là, du coup, on s'engage dans des solutions bas carbone. Le travail qui est fait, du coup, au niveau de nos travaux de recherche, c'est de bien comprendre, pas le ciment, mais comprendre du coup le global, le béton dans lequel on va rajouter de l'eau, du sable, des granulats, et de voir du coup quelle est la résistance au zonage qui pourrait éventuellement faire modifier notre mode opératoire. Par tradition, on coule l'ouvrage le jour N-1 et on décoffre le lendemain. Si le lendemain, nous n'obtenons pas les résistances au zonage nécessaires pour décoffrer, on est obligé de repenser du coup notre organisation de chantier. Et c'est là qu'il faut qu'on regarde. D'autres sujets qui sont un peu impactants, c'est sur ces bétons-là, on a peut-être une rhéologie, c'est-à-dire une durée pendant laquelle le béton, la matière est liquide, qui est du coup moins bien maîtrisée, et il faut la maîtriser pour que pendant la phase de transport, la phase de mise en œuvre, on puisse avoir cette rhéologie maintenue. Donc voilà les gros travaux sur la matière. On va travailler sur d'autres manières, mais il faudra, et on aura besoin notamment de continuer à construire avec notre béton armé, notamment au niveau des infrastructures, parce qu'on a besoin de cette forte performance du béton. Ici, où nous sommes à la Fédération des travaux publics, ils ont un grand programme de décarbonation dans lequel ils se sont aperçus que la part des travaux publics, c'était 3,5% à peu près des émissions, tandis que l'usage des infrastructures, c'était la moitié des émissions françaises. Et c'est travailler sur les deux. De la même façon, quand vous construisez un bâtiment avec la RE 2020, vous avez la part qui provient du chantier et des matériaux, et vous avez ensuite les 50 années d'utilisation du bâtiment. Donc, vous travaillez sur les deux. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est comment on va utiliser ensuite ce bâtiment. Vous avez parlé de l'hybridation, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Vous avez parlé des écoles, j'ai été maire. Si j'avais donné les écoles à d'autres activités, je me heurtais au problème des assurances. L'assurance, ça ne fonctionnait pas, il fallait autre chose.
Donc, il y a une réglementation qui est difficile quand il faut utiliser un bâtiment à plusieurs usages. Est-ce que tout ceci avance au bon rythme, si vous voulez? Alors, c'est assez complexe, comme vous l'évoquez. C'est complexe parce que ce n'est pas nos habitudes. Et des réflexions notamment sur les écoles, mais aussi sur les... On avait mené ces réflexions à l'époque sur les centres pénitentiaires. Est-ce que le gymnase d'un centre pénitentiaire, qui n'est pas occupé à 100%, peut être mutualisé avec, du coup, les communes aux alentours? On s'aperçoit que là, c'est compliqué. Comment je donne l'ouverture? Est-ce que je donne la possibilité d'accéder par une autre porte? Mais finalement, ce n'est pas plus simple dans les écoles. On s'aperçoit que ces salles de classe qui sont occupées la journée vides à partir de 17 heures, comment du coup on pourrait les re-remplir, ou est-ce qu'il faut trouver des solutions d'aménagement mobile qui du coup nécessitent une réflexion au niveau aussi de l'enseignement? Si est-ce que je peux faire changer une salle dans laquelle on a finalement affiché les dessins de nos élèves, de nos enfants, pour en faire autre chose? Alors, on avait à l'époque lancé des démarches avec un architecte qui proposait notamment sur la zone de cantine. La zone de cantine, on peut, avec du mobilier, rapidement la transformer en une zone de bibliothèque. Les bibliothèques, effectivement, étant poussées à l'heure du déjeuner et redéployées pour les élèves l'après-midi. Vous avez estimé à peu près le gain en mètres carrés, si je puis dire, bâti, on peut gagner en affectant à plusieurs usages les bâtiments existants? Le gain, en fait, le frein était plutôt le fait que, à nouveau, comme je le disais, c'est que c'était plus cher, en fait. Et du coup, le frein était là, mais l'estimation des surfaces gagnées par rapport à un usage différent n'était pas vraiment partagée. Oui. Il y a une expérience très intéressante pour ceux qui connaissent Lille. Quand vous rentrez à Lille, il y avait un garage Peugeot à l'époque, en pleine entrée de Lille. Et il y a une expérience qui s'appelle Le Garage qui a été réalisée, où à partir de 3600 mètres carrés de plancher, l'investisseur exploite 5200 mètres carrés. Donc, il y a du commerce, il y a du bureau, il y a du logement. Et effectivement, ça demande, donc ça a été 3 ou 4 ans de travail, quasiment de la R&D, pour faire face aux réglementations qui sont différentes pour chaque usage. Ça, c'est la beauté du système français. Et au final, ça marche. Ça marche parce que c'est vraiment hybride. Donc, le scope 3B dont vous parlez, il est je dirais, on réduit des émissions carbone. Et puis surtout, sur le plan économique, on crée de la valeur. Donc en fait, c'est une croissance, mais c'est une croissance contributive. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour ce genre de projet qui est passionnant? C'est-à-dire qu'il faut une méta-conception. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le BIM ou je ne sais combien maintenant toutes ces techniques de numérisation pour concevoir un bâtiment. C'est au-delà du bâtiment. C'est le quartier, ce sont les voisins. Et donc, ça devient extrêmement compliqué et passionnant. Comment est-ce qu'on va inventer une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre à cette échelle-là, quoi? En fait, il y a le sujet technique et réglementaire, mais c'est presque, c'est pas le plus difficile dans le fond. C'est effectivement quand vous construisez un bâtiment tertiaire, on a un certain nombre de projets en cours, de gros bâtiments tertiaires en cours de conception, où il faut imaginer faire rentrer l'externe dans le bâtiment, sur des cantines, utiliser les parkings le week-end. Et donc là, il faut commencer par convaincre le client qu'il n'est plus chez lui, mais qu'il faut faire du quelque chose, du co-living, du co-working. Bon, premier sujet. Donc ça, c'est plutôt culturel. Il y a une dimension de sécurité pour certaines entreprises. Et puis après, vous avez un sujet financier, évidemment, parce que ce sont en général plutôt des investissements CAPEX plus importants, qui vont générer derrière des revenus et puis qui vont effectivement peut-être augmenter potentiellement le scope 3, mais qui vont faire gagner en scope 3B derrière sur les 50 ans dont vous parliez. Donc ça, on avance beaucoup là-dessus. Et du coup, ce qui est très important, c'est d'aborder chaque bâtiment dans le cadre du quartier. Oui, en effet. Et donc de donner une cohérence globale au quartier avec du multi-usage, avec de la diversité d'usage social. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Je voulais, si je peux me permettre, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les matériaux. Parce que vous imaginez que chez Bouygues, on a bétonné, on a utilisé le béton
Depuis 1952, c'est quand même Bouygues, c'est le roi du béton. Hein. On dit que c'est le roi du béton. Et pourtant, il faut dorénavant moins utiliser le béton. Et donc, on utilise le béton où il faut, notamment en infrastructure, notamment surtout évidemment les travaux publics, mais toutes les infrastructures des bâtiments, les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, et quand c'est nécessaire structurellement. En revanche, il faut qu'on utilise de plus en plus du bois, mais aussi de la paille, du lin, du géosourcé avec de la terre, notamment tout ce qui est béton de terre, on avance là-dessus. Et très clairement, là, culturellement pour nous, quand vous avez un ingénieur ESTP, comme nous, qui a fait 30 ans de béton, eh bien, passer au bois, passer à la paille, passer au béton de terre, ce n'est pas évident. Donc, je voulais revenir sur votre question précédente en disant, ça, c'est un vrai enjeu pour nous que de rentrer dans une mixité des matériaux sur chacun des projets. Et vous avez tout à l'heure posé une autre question sur laquelle je voulais revenir. Vous avez dit comment est-ce qu'il est possible d'innover et d'industrialiser tout à l'heure. C'est possible si et seulement si on s'inscrit dans la durée avec un client et qu'on est capable d'aller au-delà d'un bâtiment. Si on est capable de construire 10 000, 20 000 Clio, alors la première, en test, évidemment, on essuie les plâtres, mais ensuite on industrialise. Si on est capable avec un client d'appréhender un produit et de se dire finalement, je vais construire qu'est-ce qui ressemble plus à un EHPAD qu'à un autre EHPAD. Si avec un investisseur, je suis capable de co-concevoir un produit que je vais bien penser et puis que je vais répéter. Ça ne veut pas dire répéter la même architecture partout. Hein. Il faut que le visible soit singulier. Par contre, l'invisible, il peut se répéter. Si je suis capable de travailler dans la durée, alors j'industrialise, mais du coup, j'innove au départ. Je me donne les moyens d'innover au départ avec mon client. Et là, je massifie. D'accord. Je pense que la RE2020 va insister beaucoup sur l'aspect bioclimatique du bâtiment avant même de s'occuper de savoir quelle est la source d'énergie qui sera utilisée. Donc, cet aspect-là est très lié à la géographie, très lié à l'exposition au soleil, très lié même à l'exposition au vent, etc. Donc, c'est quand même pas si simple que ça d'industrialiser quand il faut à chaque fois être différent. Mais bon, tout ça, c'est absolument passionnant. Donc, vous allez faire de la terre, ça c'est superbe, la terre crue ou uniquement de la terre cuite, ou, tout ça, si vous allez faire tout ça. Et alors, la paille, ça m'épate un peu quand même, la paille, pour la mettre dans le béton ou c'est... Ah, comme isolant, ok. Oui, en fait, on lève plein de questions. Alors, je reviens tout de suite sur la terre crue, c'est un sujet passionnant. Je voulais revenir sur la question précédente qui est la complexité que vous avez évoquée par rapport à notre capacité à faire des choses en intégrant le scope 3. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, on voulait construire des stades pour l'Euro 2016. Un stade, c'est beaucoup de béton, beaucoup d'acier. On va dire 50% du coup l'empreinte carbone, c'est la construction, mais 50%, c'est le déplacement des spectateurs qui vont au stade. Donc, la complexité, elle était là. Elle était comment je peux travailler avec la personne publique pour positionner le stade dans un endroit où je ne vais pas faire augmenter, comment je crée des mobilités qui permettent d'aller de manière décarbonée sur le stade sans augmenter du coup mon impact. Et là, du coup, la complexité, elle est là. C'est comment je change avec toute la chaîne de valeur, la personne publique, l'investisseur, le constructeur, pour trouver ces solutions sur la durée de vie. Et je pense qu'il y a un frein qu'on voit souvent aussi, c'est qu'il faut qu'on soit capable de se projeter sur finalement des choix qu'on ferait dès maintenant, on l'a dit, sans doute plus coûteux, dont on va avoir les bénéfices dans du long terme. Et là, je pense que c'est ça qu'il faut engager si on veut vraiment faire des transformations. Je reviens sur la terre crue. Allez, la terre crue. Le béton de mousse, on a plein d'idées. Hein. Terre crue, même du béton de mousse, par exemple. On a imaginé faire du béton de mousse, donc un béton plus léger pour le mettre dans nos modules, pour que quand on transporte nos modules, on ait moins de poids à transporter. La terre crue, on regarde du coup sa résistance. Et du coup, quand on fait un béton de terre crue, on a 3-4 MPa, donc 10 fois moins résistant en compression qu'un béton normal. Et là, ce n'est pas satisfaisant pour en faire un matériau
de structure. Donc, soit on rajoute du coup du liant hydraulique, on rajoute du ciment, mais du coup, on perd notre objectif de départ qui était de décarboner. Donc, ça va être le choix entre utiliser la terre crue pour peut-être des parements, peut-être des choses qui ne sont pas portables, mais pour l'instant, dès lors qu'on n'a pas trouvé de liant qui permet d'augmenter la résistance, on est un peu bloqué. Donc, c'est tout le choix à chaque fois. Et pour la paille, on va le mettre en isolant. On a pensé faire du béton de paille, mais là, à nouveau, dès qu'on remet du ciment, ben, on en perd en efficacité du coup carbone. Et puis, je crois que la paille est une ressource assez rare maintenant. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui veulent la transformer en méthane, d'autres qui en ont besoin pour l'élevage. Enfin, c'est toute une histoire, la paille. Une ressource à laquelle il faut faire attention. Alors, vous allez recycler de plus en plus. Vous êtes obligé. Maintenant, le bâtiment a des obligations de récupérer les déchets, de s'en servir, de créer même des organismes qu'on appelle des éco-organismes. Et c'est assez difficile, d'après ce que je comprends encore. Donc, là, ça va vous faire beaucoup de matériaux utilisables, ça? Beaucoup de matériaux utilisables, sûrement. Toute la difficulté, c'est de mettre en relation ceux qui démolissent, qui curent, qui rénovent, avec ceux qui construisent, soit en neuf, soit en rénovation, pour entrer dans cette économie circulaire. Et effectivement, il s'agit pour nous de rendre concomitant. On a deux problèmes. Il faut rendre concomitant la récupération des matériaux avec le besoin. Il faut connecter des écosystèmes qui sont aujourd'hui encore pas connectés. Et puis, il y a toute la dimension de stockage. Si c'est pas concomitant, il y a cette dimension de stockage avec des filières aujourd'hui en économie circulaire, des acteurs d'économie circulaire qui sont très engagés, mais qui sont extrêmement fragiles, et qu'il faut rendre plus costaud financièrement, parce qu'ils ont un savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire sur l'économie circulaire pour caractériser des matériaux. Donc, comment est-ce que nous, les grands groupes, on aide sur le plan financier, mais aussi sur le plan du stockage, sur le plan, évidemment, du stockage en région parisienne, des mètres carrés en région parisienne, c'est très cher. Donc, comment est-ce qu'on constitue cet écosystème? Et derrière, il y a un sujet que vous évoquiez tout à l'heure, qui est finalement, Thibaut en a parlé, la démontabilité. La démontabilité, c'est-à-dire que dans le fond, si on arrive à considérer le bâtiment comme un jeu de Lego, comme la somme de briques démontables, alors potentiellement, on a une banque de matériaux. Et cette banque de matériaux, on peut imaginer qu'elle soit utilisée au-delà de ces 50 ans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en changer l'usage. Alors, changer l'usage dans le même bâtiment, c'est une chose, c'est déjà un premier objectif, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui serait top pour vraiment progresser, c'est d'aller plus loin, c'est d'être capable de considérer les matériaux comme une banque qu'on va pouvoir réutiliser pour construire autre chose derrière. Donc là, il y a déjà des expériences là-dessus, mais évidemment, sur le plan du montage financier, c'est complexe parce que aujourd'hui, l'investisseur, il achète un bâtiment, il en devient le propriétaire. Et puis un jour, il le vendra. Donc là, il y a un très gros travail. Alors, vous avez tous envie de parler, il y a tellement de sujets. Moi, je vais juste parler un peu de l'énergie, de la réglementation, c'est-à-dire que maintenant, même à l'échelle européenne, on va dire, tous les bâtiments neufs devront être équipés de cellules photovoltaïques ou en tous les cas être prêts à recevoir du photovoltaïque. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que vous avez travaillé sur la performance énergétique, mais pas sur la performance climatique, ce qui n'est donc pas exactement la même chose. Donc maintenant, vous allez passer au bas carbone, aux énergies bas carbone. Comment est-ce que vous intégrez maintenant ces nouvelles obligations en énergie renouvelable? Comment, par exemple, nous, dans notre association, nous sommes très attentifs à la synergie entre la mobilité et le bâtiment. Donc, notamment avec les véhicules électriques, les batteries, la liaison avec le bâtiment et le réseau du bâtiment et le réseau public. Et donc, vous travaillez également à avoir des bâtiments quasiment autonomes, ou en tous les cas, la liaison entre un réseau local éventuel et le bâtiment? Plein de choses finalement. On l'a vu, bâtiment ABC, bâtiment autonome à Grenoble, qui était du coup proposé par Fabrice en photo. Objectif de départ, c'est-à-dire je rends ce bâtiment complètement autonome.
Alors, pour rendre autonome, on a mis des panneaux photovoltaïques en toiture, on récupère l'eau, c'est ce bâtiment qui… donc, comment on rend autonome? Pour l'instant, c'est un bâtiment qui a été construit il y a 10 ans. On réinjectait bien sûr l'énergie sur le réseau. Il n'y avait pas du tout cette autonomie qu'on imagine. Nos travaux de recherche actuels posent le problème notamment du stockage. Et d'ailleurs, c'était intéressant à l'époque, il y a 10 ans, on pense orienter les panneaux plein sud pour dire on va travailler sur la puissance récupérée. Aujourd'hui, je pense qu'on les décalerait un peu vers l'ouest pour récupérer l'énergie au moment du pic de 19 heures, plutôt d'avoir de la puissance, de stocker et puis de déstocker après. Donc, on voit qu'on évolue par rapport à ça, par rapport à votre question. Après, tout le sujet, finalement, c'est le sujet vaste du stockage. Comment je stocke l'énergie? Est-ce que je vais chercher l'hydrogène? Comment je fais l'hydrogène? Est-ce que mon véhicule électrique qui revient le soir à 19 heures avec une batterie pas complètement déchargée sert d'appui, du coup, à ma consommation du logement? Tout ça, c'est en route, pas du tout encore régulier. On a encore des schémas, des modèles, mais en fait, il faut qu'on associe à cela des installations, des bornes de recharge, du stockage. Et là, je pense qu'il y a un vaste travail à faire. Et là, on n'est pas très en avance, mais il faut qu'on pose problème. Donc, sur le papier, on sait comment faire, mais je pense qu'il y a un problème économique, il y a un problème du coup de réseau à mettre en place. Et on le voit au Japon, hein, c'est le même problème. Ils sont peut-être plus avancés. Enfin, les Jeux Olympiques à Tokyo ont poussé à avoir une mobilité hydrogène. Donc, ils ont des véhicules hydrogène. Ils commencent à avoir des stations-service hydrogène. Mais en fait, il y a tout ce sujet de la capacité à offrir du service et à offrir du coup une capacité à se recharger n'importe où sur le territoire. C'est d'une complexité folle. Donc, on revient sur le sujet de l'autonomie. Hein. Comment donc, on peut produire de l'énergie, parce qu'un des axes, c'est de produire de l'énergie. Donc, là, à nouveau, nos travaux de recherche poussent des sujets assez étonnants. C'est qu'on voit qu'on travaille sur des peintures avec un albédo fort. Si on commence à repeindre du coup des toitures avec cette peinture et qu'on utilise des panneaux photovoltaïques bifaciaux, on va peut-être récupérer plus d'énergie. Je vois des exemples aussi, à nouveau au Japon, où on vient mettre des panneaux photovoltaïques sur les garde-corps des balcons, des panneaux photovoltaïques sur les garde-corps au niveau des balcons, et ils viennent en fait chercher plus de surface, donc plus de production. Donc, on revient à des choses assez simples quand même pour essayer d'augmenter cette production. Après, concernant le carbone, c'est comment on va puiser du coup l'énergie verte, peut-être pour du coup apporter de l'hydrogène vert, pour apporter du coup une énergie qui du coup serait décarbonée. C'est pour moi les deux grands axes de recherche actuels. L'Europe, on en pense ce qu'on veut, la réglementation elle va évoluer, tout ça, c'est pas complètement acté, mais enfin, c'est en route, c'est la direction, c'est la tendance. Ce sont les difficultés caniculaires, quoi. Dans les villes maintenant, vous avez parlé de l'albédo, donc on peint en blanc, donc c'est un peu différent. Si on met des trucs photovoltaïques partout, on va artificialiser un peu plus. Donc il faut mettre de la biodiversité, il faut essayer de tamponner les excès de chaleur. Donc on va mettre de l'eau. Il faut mettre de l'eau parce que ça s'évapore, c'est bien. Il faut mettre des arbres. Comment est-ce qu'on combine tout ça, quoi? Voilà. Et donc, finalement, la lutte contre la canicule est peut-être encore plus importante, si je puis dire, que l'autonomie énergétique de chaque bâtiment, quoi. Sur la biodiversité, en fait, il y a aujourd'hui quasiment aucune incitation à obtenir sur un projet le label Biodiversity, tel que l'exemple qu'on a montré. Alors, attendez, la biodiversité, c'est un sujet très important. C'est quoi? C'est donc des arbres? Ce sont des nichoirs? Quand je parle de biodiversité, c'est renaturer la ville au sens large, c'est-à-dire effectivement le bâtiment lui-même avec des nichoirs à martiner, mais aussi tout ce qui est espace autour. Pour le moment, il n'y a pas d'incitation financière. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, et c'est tant mieux, ce sont des investisseurs qui nous disent et qui utilisent des grilles ESG pour leurs investissements et qui nous disent en fait je veux qu'il y ait un engagement sur les espaces verts, sur la biodiversité, etc. Et ils sont même prêts
pour un nombre croissant d'entre eux à diminuer leur TRI pour bénéficier d'opérations vertueuses. D'ailleurs, c'est la petite remarque que je voulais faire par rapport au zéro carbone en exploitation et à la performance énergétique. En fait, au-delà de la technique, qui est un vrai sujet, mais il y a le fait que dans le monde du bâtiment, vous avez l'investisseur, vous avez souvent le promoteur, vous avez l'opérateur, vous avez l'utilisateur. Et en fait, on voit bien qu'on arrive à faire des opérations vertueuses, y compris sur la partie vie du bâtiment, quand tout ce petit monde-là ne constitue plus qu'une seule personne. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les intérêts s'alignent. Et c'est vrai que quand on est très séquencé et quand effectivement les intérêts ne sont pas alignés, in fine, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire du vertueux. Mais vous avez quand même une influence importante. Oui, alors c'est l'influence en fait. Je reviens sur je reviens sur l'îlot de chaleur européenne. Donc ça rejoint ce que dit Fabrice, c'est qu'intervenir du coup localement, on peut travailler sur une cour d'école, remettre des végétaux, on peut le faire, mais on voit bien qu'il faut travailler de manière beaucoup plus globale, macro. Donc on mène des recherches pour mieux comprendre du coup ce mécanisme d'îlot de chaleur urbaine et de trouver des solutions. Des solutions qui vont vers de la résilience, du coup, et c'est bien ce que pousse l'Europe dans un cadre, du coup, d'une nouvelle taxonomie verte, va nous encourager à trouver des solutions pour, du coup, avoir des atténuations par rapport à ce changement climatique. Pour l'instant, il faut qu'on aligne l'ensemble des acteurs pour qu'on pousse des solutions, généralement, on intervient localement dans des zones déjà construites. Donc, comment on réintègre, comment on réinvente ces quartiers. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet de travail. Alignement des acteurs, je trouve que ça, c'est extrêmement important. Et donc, sans doute que les associations, les élus devraient vous aider à faire ça, quoi. Il faut qu'à chaque fois, on essaye de trouver la meilleure méthode pour aller vite et que tout le monde soit d'accord sur l'objectif. Pas évident, hein. Est-ce que ça part du plus? Enfin, ça part de… Il y a les élus, les politiques, les aménageurs jouent un rôle essentiel dans la façon dont ils vont, notamment sur des friches urbaines, dans la façon dont ils vont s'adresser au marché pour traiter la friche urbaine. Donc, vous dites, est-ce que vous avez de l'influence? On essaye d'en avoir. Par exemple, au sein de Bouygues Construction, on a un développeur immobilier qui s'appelle Link City, qui est un gros développeur immobilier sur la place et dont la vocation est d'appréhender des projets urbains dans leur globalité sous tous les angles, hein, multi-usages, diversité sociale, sociétale, et puis tous ces enjeux-là du construire autrement. Ces projets-là, il y en a de plus en plus. Ce sont des beaux terrains d'expérience aussi pour innover. Et donc, on sort du morcellement et du projet, du projet unique, de bâtiment unique. Et là, on arrive à aller chercher des alignements dans ces cas-là. Voilà, vous n'êtes pas simplement constructeur, vous êtes urbaniste aussi, quoi, hein. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'élargir la palette sans cesse de vos compétences pour donner vos conseils, pour proposer des choses, quoi. On s'aperçoit que l'Europe nous aide beaucoup. En fait, ils ont lancé dans leur programme Horizon d'énormes projets pour intégrer ces sujets globaux, et on voit qu'on ne les traitera pas de la même manière dans le nord de l'Europe et dans le sud de l'Europe. Donc, ils nous engagent à regarder ces sujets, du coup, avoir des démonstrateurs dans le sud de l'Europe, des démonstrateurs dans le nord de l'Europe, et de penser, du coup, avec l'ensemble de l'écosystème, les architectes, les constructeurs, et de voir quelles sont les solutions à adopter, du coup. Le problème, c'est que c'est du temps long, parce qu'un projet européen, c'est 4-5 ans, et avant de pouvoir le réintroduire dans le cycle opérationnel des équipes de construction, il faut se réapproprier les sujets. En fait, on est bien sur du temps long. Oui, et il y a souvent, vous savez, des problèmes. Alors, vous parlez des silos, vous savez, il faut essayer d'élargir, de ne pas se faire enfermer dans un corridor étroit. La réglementation parle du climat, elle ne parle pas d'adaptation. La RE 2020, c'est pareil.
On est sur le climat, essentiellement le carbone. Bon, on n'est pas sur l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire que vous avez des vents qui peuvent arriver à 300 km/h, ça peut arriver de plus en plus. Vous avez des chutes d'eau absolument phénoménales qui ruissellent, et vous avez des problèmes d'hygiène et de santé. Donc, c'est compliqué. Donc, pour vous, il faut aller plus loin que la réglementation. Même si la RE 2020 n'est pas encore en place, il faut déjà aller au-delà. Mais bon, la RE 2020, effectivement, ne pousse pas ça, mais l'Europe nous y pousse, parce qu'avec la taxonomie, on voit bien au niveau un des appendices, au niveau des critères techniques, l'appendice A, va nous pousser à regarder ces sujets d'adaptation, tant sur le sujet de l'eau, inondation, du vent, ouragan, que de la montée en température. Et si on veut montrer que nos activités sont alignées à terme, quand on regarde, ce n'est pas vraiment le cas, si on veut montrer qu'on est aligné, il faudra qu'on réfléchisse à effectivement une vision à long terme de la capacité résiliente de nos ouvrages à s'adapter à ce changement qui est engagé. L'adaptation, la résilience, là encore, c'est en train de monter énormément chez les investisseurs, cette préoccupation par rapport à la pérennité de leurs actifs dans la durée, mais ce sont les investisseurs qui restent propriétaires de leurs actifs. Donc, on le voit sur la plupart des projets où les investisseurs restent propriétaires, la résilience, l'adaptation les intéresse et ils sont prêts à investir dessus. En revanche, quand c'est un promoteur qui investit pour revendre très vite, là, il n'est pas prêt à prendre en charge de surcoût. Je pense que si on porte sur des réponses peut-être techniques, comment je peux créer, avec une solution peut-être low cost, un bâtiment qui s'adapte à un réchauffement de température, à une montée de température. Donc, on regarde des choses, bien sûr, hein, pour éviter de tout climatiser, parce qu'on voit bien que ce n'est pas la solution de climatiser en ville. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, on a regardé, bien sûr, des choix pour profiter de l'inertie du coup du bâtiment, du béton, qui permettrait, du coup, en faisant du free cooling, de pouvoir, du coup, refroidir la nuit. Mais on est très rapidement freiné, en fait. Donc, utiliser l'inertie du bâtiment, c'est une solution, mais on voit bien que très vite, à terme, c'est compliqué. Si les périodes de canicule s'étendent en durée, là, on voit que du coup, le changement de phase, on est un peu contraint. Donc, on ne sait pas forcément, je pense, répondre immédiatement, techniquement à ces solutions, soit, comme on l'a évoqué, en travaillant sur l'îlot de chaleur urbaine, du coup, parce que là, on voit bien que dans la ville, on a 2-3 degrés de plus qu'en périphérie ou à côté, quand on voit à Boulogne ou à Vincennes, à Paris, on est très rapidement à 2-3 degrés plus bas. Donc, c'est des sujets. On a des solutions qui, en termes d'intensité, ne répondent pas, effectivement. Quand on joue sur l'évaporation de l'eau, on est loin de pouvoir rafraîchir des bâtiments ou des îlots. Il y avait un autre sujet, mais parce que quand il y a eu tous ces incendies en France, à Londres, il y a eu des débuts d'incendie dans la ville même. Et je me dis, après tout, quand il va faire extrêmement chaud, extrêmement sec, il est possible qu'il y ait des débuts d'incendie dans l'espace bâti. Et donc, j'ai pensé que c'était peut-être une menace à laquelle on n'était pas encore préparé du tout, quoi. Par rapport à la question sur la conception des bâtiments face à la montée des températures, vous connaissez sûrement, Monsieur le Président, Philippe Madec, l'architecte de la frugalité heureuse. Philippe Madec, il dit « Moi vivant, même Bouygues ne me fera jamais dessiner une salle de bain ou un WC sans fenêtre. » Évidemment, donc ventilation naturelle. Et effectivement, tout Bouygues ou Vinci ou Eiffage qu'on est, Philippe Madec ne dessinera jamais une salle de bain sans fenêtre. Et donc, effectivement, de plus en plus, on a des designs, des conceptions qui travaillent sur la ventilation naturelle. Vous avez vu à Lyon, alors c'est pas nous, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça fait progresser. On a un bâtiment effectivement qui est sans climatisation, sans chauffage, qui est en cours de développement, qui va assurer du 19 degrés, 26 degrés, donc low-tech. Et donc, de plus en plus, pour répondre à la question, de plus en plus, il y a cette volonté
de faire du low-tech. Et c'est là encore, quand on a un projet sur lequel on a de la latitude, sur lequel on est impliqué très en amont, sur lequel les intérêts sont alignés, c'est là qu'on peut penser le bâtiment dans son orientation, dans sa conception, etc., intelligemment. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit autour de la table. Il faut que l'architecte soit autour de la table, il faut que le constructeur soit autour de la table, il faut que les sous-traitants corps d'état technique ou partenaires corps d'état technique soient autour de la table. Et c'est le problème en France, c'est qu'effectivement, c'est encore très séquencé. Et par conséquent, on n'appréhende pas suffisamment encore ces sujets en amont, tous ensemble. En fait, on le voit quand on discute avec des investisseurs et des preneurs, c'est l'investisseur, il est prêt à s'engager dans cette démarche, mais pour autant, il se dit, mais je le ferai la prochaine fois, parce que pour ce preneur, c'est compliqué. Si je peux pas lui m'assurer d'avoir une température effectivement l'été qui dépasse pas les 26, 27 degrés dans son bâtiment, est-ce que c'est celui-là ou un autre? Donc, il y a bien une transformation du coût du marché qui doit avoir lieu, et avec une acceptation des preneurs à avoir des températures supérieures à celles qu'on a aujourd'hui, parce qu'on s'est habitué à vivre avec des bâtiments climatisés. Donc, il y a une vraie réflexion amont des preneurs et des investisseurs. Plusieurs réponses. Pour ma part, on regarde des logements. On a entrepris du coup une démarche de massification de la rénovation de ces logements, puisqu'on se dit qu'en massifiant, on pourra régler ce problème de prix. C'est-à-dire, quand on a regardé ces sujets il y a 4-5 ans, un programme qui avait été engagé aux Pays-Bas avec Energy Sprong, on s'aperçoit que pour la France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de variabilité déjà. Le bâtiment logement social aux Pays-Bas est plus similaire et du coup, ils ont engagé plus rapidement la démarche. Nous, on s'y est engagé avec à petite vitesse, avec raison d'époque, on a trouvé des solutions, puis progressivement, on a baissé nos coûts de réhabilitation globale. Et pour autant, on bloque encore sur des sujets, puisque dans cette démarche, on voudrait trouver des solutions biosourcées. Et on voit que quand on propose ces solutions du coup au marché, au CSTB, aux acteurs du coup des isolations de façade, pour l'instant, on remet en question du coup des standards. Et dernièrement, on a déposé une ATEX pour avoir une façade du coup avec de laine de coton, et on n'obtient pas pour l'instant l'autorisation de se lancer, même en ayant fait un certain nombre de tests d'hygrométrie, de montée en hygrométrie, baisse en hygrométrie au niveau du tassement, parce qu'on voit bien que finalement, si cette laine vient la tasser, on va avoir un pont thermique. Donc, on a bien un frein réglementaire au niveau de l'acceptabilité. On s'engage dans une massification importante et on met du coup, en termes de recherche, des programmes pour massifier, pour baisser les prix, pour nous organiser. Ça reste néanmoins, je pense, un des axes si on veut répondre à un problème qui nous arrive avec cette montée forte du coût de l'énergie, si on ne veut pas retrouver effectivement l'ensemble des gilets jaunes dans la rue plutôt que de les avoir dans l'usine. Donc on a besoin quand même de s'engager dans cette démarche pour les bâtiments effectivement qui ont été construits dans les années 80-90. Vous avez sûrement lu vous savez, les 4 scénarios de l'ADEME. Et effectivement, pour ce qui nous concerne sur le bâtiment, il y a un scénario qui consiste à se dire sobriété, rénovation au maximum. Et puis, il y a un scénario qui consiste à dire on démolit, on reconstruit en neuf, mais on reconstruit de manière très industrialisée, avec beaucoup d'économies circulaires, etc. Et quand vous dites est-ce que c'est raisonnable, en fait, nous on se dit, comme tous les grands groupes, on a un objectif de moins 30% sur le scope 3 à horizon 2030, et on n'a pas le choix. Si on veut y arriver, il faut qu'on double la quantité de rénovation. Donc, on va passer de 25% de projets en rénovation à 50%, et de fait, nous, on n'a pas le choix. Et effectivement, on est confronté au coût élevé de la rénovation. On parlait de la circularité, Fabrice en parlait. On voit que, en fait, c'est possible. C'est-à-dire qu'on voit le Solar Décathlon qui s'est déroulé en Allemagne cette année. Le Solar Décathlon qui pousse plutôt sur un sujet d'énergie au début. Et qu'est-ce qu'on voit en termes de démonstrateurs? C'est plutôt des démonstrateurs d'économie circulaire. L'ensemble des démonstrateurs présentés du coup par les équipes étaient 100% circulaires.
ils avaient récupéré les traverses en bois, redécoupé, ils avaient fait la charpente, ils avaient récupéré des matériaux, le mobilier était fait avec des matériaux recyclés. Donc on voit bien que la démarche, je pense que c'est assez aligné avec votre propos par rapport aux écoles d'architectes. Le 100% recyclé, c'est possible. Après, il faut le massifier. Donc c'est là où on voit qu'il y a une démarche, on l'a évoqué par rapport à l'argumentation, mais moi je retiens que c'est possible. Autre chose qui est intéressante, c'est sur le bon usage des matériaux. Et là, donc, on travaille sur un peu on part sur de la topologie. On a un peu de manière un peu peut-être feignante, quand on coule une poutre, on le fait dans un parallépipède. C'est facile, le coffrage est facile, mais le parallépipède, la section rectangulaire, ne sert pas complètement en fait à la structure. Donc, si on arrive à mettre la matière uniquement là où on en a besoin, ben, on va gagner en matière et on va gagner en déchets. Comment on peut le faire? Ben, on se dit que si on imprime, on sait imprimer de petits objets en plastique, si on imprime de la matière cimentaire, si on imprime de la matière biosourcée, là on fait un pas en avant, mais c'est du coup assez complexe. Comment je peux imprimer en gardant du coup la symbiose béton armé, c'est-à-dire acier et béton? Est-ce que je viens avec une tête d'impression robotisée projeter une matière autour d'une armature, qui n'est pas forcément de l'acier, qui peut être une matière synthétique, on regarde aussi. Là, on va gagner en quantité, du coup. Et du coup, on baissera l'émission, pas parce qu'on aura gagné en matériaux, mais on aura gagné en quantité de matière. Les budgets sont très affectés et c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand on cherche à pousser en phase de développement, en phase amont, un projet avec plus de bois, nous je vous ai dit tout à l'heure, on cible 50% de rénovation, on cible aussi 30% de projets en structure bois à horizon 2030. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on passe de 3-4% de projets bois aujourd'hui à 30%. Donc, en fait, il faut que sur chaque projet, on se pose la question et qu'on arrive à pousser du bois, à convaincre l'investisseur, à convaincre les utilisateurs, à convaincre nos collaborateurs, nos ingénieurs béton, de faire. Et ben, effectivement, ce plus 10% sur le bois qu'il fallait vendre en vendant de la valeur, ben aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut serrer les budgets de partout. Donc oui, c'est compliqué et pour être très honnête, ça ne facilite pas la tâche de la décarbonation, c'est sûr. La difficulté que j'ai évoquée, c'est surtout une difficulté par rapport au choix optimum, en fait. C'est-à-dire que dès lors qu'on va vouloir aller chercher de la résistance, et du coup pas de l'isolation, on aura besoin de mettre un matériau qui apporte la résistance. Et ce n'est pas le chanvre ou la paille qui l'apporte. Donc c'est là l'objet, c'est comment on cherche le bon optimum en termes de résistance structure et en termes de carbone. Alors là où on progresse du coup côté DRD, c'est qu'on commence à mettre en place pour la construction des outils qui existent largement dans l'automobile ou de la construction aéronautique. On appelle ça des outils de modélisation pluridisciplinaire. On arrive du coup à faire parler des algorithmes métiers entre eux, l'algorithme du calcul de structure, l'algorithme de calcul de la performance énergétique, l'algorithme qui permet de calculer l'impact carbone de notre ouvrage et de chercher l'optimum. Et là, du coup, ça devient intéressant parce qu'on pourra discuter, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec l'ensemble des parties prenantes au niveau du choix, se projeter et fixer finalement des contraintes. Si on veut à terme, parce qu'on modélise une remontée forte du coût carbone, c'est sans doute les enjeux de demain, on peut du coup mieux expliquer à un investisseur qu'il a plutôt intérêt à choisir l'option bas carbone plutôt que l'option moindre coût à un instant T. Donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce que, à la différence de l'aéronautique, on a plus d'objets et du coup le temps de calcul ou la mise en œuvre du calcul est plus longue. Et l'autre chose qui est assez complexe, c'est parce que notre métier est un métier d'acteurs multiples, ben, de mettre en place des algorithmes qui se parlent alors qu'ils n'ont pas du tout eu l'habitude de se parler, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est l'occasion peut-être de dire, mais ça, je pense que tout le monde en est conscient,
de dire que notre Everest à nous, sur la décarbonation, c'est d'abord en premier lieu de savoir compter le carbone. C'est de savoir, c'est de connaître le poids carbone des éléments qui constituent notre bâtiment. Alors, c'est là que ça répond à la question, enfin, ça répond à la question, c'est la question sur les fournisseurs. C'est les ACV produit par produit. Là, on fait face à des difficultés parce que on compte pas le carbone de la même façon dans un pays européen qu'en France. Bon, et puis donc la connaissance des émissions carbone de chaque produit avec les fournisseurs, d'où l'intérêt de travailler avec les fournisseurs le plus en amont possible pour appréhender les choses. Et puis, effectivement, cette comptabilité carbone, on voit bien tout au fil de la discussion là qu'on a, on voit bien qu'on est quand on construit un bâtiment, on est dans un multicritère extrêmement difficile. Vous voyez bien que scope 3, scope 3B, prix, performance énergétique, planning, qualité. On voit bien que plus ça va, plus cette conception multicritère, elle est complexe. Donc, je me permets d'insister là-dessus, donc il est nécessaire qu'autour de la table, il y ait tous les acteurs et qui soient en capacité de décider ensemble en fonction de tous ces critères. Et en amont, ce qui est très, très important pour nous, c'est le politique. C'est-à-dire qu'il faut que le politique pousse la réglementation, bien sûr, mais aussi tout ce qui est autour de l'aménagement des quartiers. Voilà. Je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que j'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est extrêmement complexe, que ça va être lourd, contraignant et que ça va avoir encore des conséquences sur les coûts. Donc, sujet très délicat. En ce moment, hein, c'est compliqué. On refera un deuxième matériaux du gros œuvre, les matériaux du second œuvre, il y a encore une discussion. Quoi. Je vois qu'il y a une initiative de plus en plus importante, entre autres le booster du remploi qui consiste, et tu le disais très bien tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut élargir la plage pendant laquelle on peut identifier la disponibilité des matériaux, puisque l'enjeu, vous le comprenez bien, c'est qu'il faut réutiliser ces matériaux localement. C'est-à-dire que si je démolis une structure et je récupère les granulats pour les transporter à 300 km, j'ai un peu perdu une partie de mon effort. C'est gentil de nous poser la question sur cette initiative Cinéo sur laquelle on travaille. Donc, cette initiative Cinéo, c'est de se dire, comme on le disait tout à l'heure, je connecte des gisements issus de la démolition et du curage, je les identifie, je les caractérise avec des faiseurs qui sont issus de l'économie circulaire, qui savent, par exemple caractériser et travailler des faux planchers, de la peinture, du carrelage, etc., avec des utilisateurs derrière. Donc, Cinéo, c'est mettre en réseau tous ces acteurs dans le cadre d'une plateforme physique. Donc, effectivement, en l'occurrence, on va utiliser un projet Link City à Vitry, sur lequel on a des grands bâtiments SNCF, dans lequel on va installer la plateforme Cinéo, sur lequel on va stocker les matériaux. On va proposer des conditions locatives extrêmement intéressantes à ces entreprises de l'économie circulaire. Autant vous dire que Cinéo, pour Bouygues, et c'est pour ça qu'il a fallu passer pas mal de comités aussi pour ça. Hein. Pour Bouygues, ça n'est pas générateur de marge ou de revenus. Hein. On va essayer que ça nous coûte le moins cher possible, mais ça n'a pas vocation à être profitable. Et puis, au-delà de cette plateforme physique, de cette mise en connexion, on a tout un tas d'acteurs. L'idée, c'est qu'il y ait tout un tas d'acteurs intéressés par l'économie circulaire, mais qui sont un peu comme une poule avec un couteau, et de les aider
sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, ce sont des bailleurs, des promoteurs, des entreprises générales, et de leur proposer des formations, de leur proposer à Vitry, justement, de voir ce qu'on peut faire en économie circulaire, de leur montrer que finalement, ce n'est pas forcément moche de réutiliser une porte pour autant qu'on est bien caractérisé, qu'on est bien transformé, etc. Donc, voilà, c'est ça, Synéo, c'est ce projet-là. Et l'idée, c'est de le faire dans un premier temps à Paris. Et puis ensuite, si ça marche, de copier le modèle dans les grandes agglomérations, parce qui dit économie circulaire dit circuit court, évidemment. Et puis derrière, puisque vous êtes un expert de la logistique, ce qu'on veut, c'est connecter ça à tous les enjeux de la ZFE 2024. Alors, il y a beaucoup d'articles en ce moment, mais ça a des conséquences extrêmement lourdes sur la façon dont on construit aujourd'hui avec tous nos sous-traitants, nos fournisseurs. Et donc, il y aura sûrement des dérogations, mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous de penser une logistique des chantiers différente avec des plateformes de stockage. Et donc, on va essayer de cumuler ça avec l'économie circulaire. Je peux répondre, c'est d'actualité. Merci pour votre question. Je déjeune tout à l'heure avec Guillaume Carlier, qui est le directeur de stratégie climat à Bouygues Immobilier, et on partage. Et en fait, on partage beaucoup avec Guillaume sur la dimension culturelle, c'est-à-dire comment on transforme nos organisations. Et la force de l'habitude, construire en béton, chercher un bas de page qui soit profitable. Comment est-ce qu'on, avec des petites aiguilles d'acupuncture, on fait bouger les lignes culturelles. Donc, on parle beaucoup avec Bouygues Immo. D'ailleurs, Bouygues Immobilier avance beaucoup sur la biodiversité, notamment, avec des grilles, ce qui est très intéressant, et on le fait aussi. On cherche à imposer, c'est pas le bon mot, mais on cherche à utiliser des grilles multicritères en phase de développement amont des projets, où on va parler biodiversité, on va parler matériaux bois, on va parler économie circulaire. Monsieur le développeur immobilier, est-ce que vous avez pensé à la biodiversité? Tac. Donc, je suis vert, je suis orange, je suis rouge. Si je suis rouge, zut, tac, je clique sur le rouge, et là, j'ai différentes solutions pour prévoir des nichoirs à martinet. Donc, l'idée, c'est d'aider aussi les développeurs à trouver les bonnes solutions pour concevoir leurs projets. Vous avez dit le mot imposer. Ah non, ce n'est pas le bon mot. Et sur l'aspect culturel, il y a zéro artificialisation nette. Bon, c'est maintenant une consigne. Je ne sais pas si elle sera impérativement suivie, mais enfin, elle est impérative et en fond, c'est une bonne idée. Mais alors ça, comme il y a de plus en plus, comme la population augmente, peut-être d'autres besoins augmentent puisque les gens décohabitent, il faut donc des logements, etc. Comment fait-on? Réponse, densité. Ah oui, mais les Français n'aiment pas la densité. Ce n'est pas grave, on va leur dire c'est bon pour vous, donc vous allez l'accepter. Ça veut dire quoi la densité? Ça veut dire des tours plus hautes. Donc comment est-ce que culturellement, tout le monde de la construction et de l'urbanisme va imposer la densité aux Français qui n'en veulent pas? Alors là, je me lance sur un sujet qui est passionnant, notamment pour nous. J'imagine que dans la salle, c'est beaucoup des ingénieurs. On est des ingénieurs. Bouygues, on est des ingénieurs. Or, là, vous touchez du doigt un sujet qui est un sujet de conviction, désirabilité, valeur. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez tout à l'heure, on a montré un bâtiment en bois dans le centre de Paris. Là, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'effectivement, vivre dans Paris au milieu d'une cour avec de la biodiversité, un petit jardin dans un immeuble en bois avec des loyers très élevés, bon, c'est facile de convaincre. Mais le sujet, effectivement, c'est comment, tout à l'heure, on parlait du low-tech. Comment est-ce qu'on rend désirable le low-tech? Et de ce point de vue-là, je voudrais faire référence, parce que vous en parliez tout à l'heure en préambule à notre échange, à Woodéum, par exemple. Woodéum, Guillaume Poitrinal, parle de valeur, parle de qualité d'usage, et non plus de volume. C'est comment on arrive à rendre désirable quelque chose de différent. Et là, on rentre dans du marketing. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup à progresser, nous, les ingénieurs,
Je ne sais pas si Thibaut, tu seras d'accord avec moi, mais je pense qu'on a beaucoup à progresser pour, techniquement, évidemment, il faut faire au mieux, par exemple sur la qualité d'usage, mais il y a aussi ce qui est dans l'inconscient collectif sur comment est-ce qu'on rend plus désirable des bâtiments qui seront low-tech, qui seront en bois, qui seront… voilà. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Juste en complément, effectivement, par rapport à cette approche ingénieure, côté R&D, du coup, et Servan l'ACI est présent aujourd'hui, Servan a lancé, du coup, depuis quelques années, des travaux de recherche sur l'acceptabilité. On s'est rapproché d'un sociologue pour essayer de mieux comprendre, du coup, cette acceptabilité des gens en vue des futurs quartiers, comment on analyse, du coup, en fonction des profils des gens. Travaux très intéressants menés avec un sociologue, Alain Bourdin, qui nous permet de se projeter, en fait, comment on va effectivement réorganiser nos villes de demain. Alors là, je pense que nous, au Bouygues Construit, on est tout petit, puisque l'enjeu ne dépend bien sûr pas que de nous, mais on mène ces réflexions pour pouvoir porter avec Bouygues & Beau, d'ailleurs, sur le design des bâtiments de demain, comment on peut les intégrer. Alors, des réflexions qui, au niveau macro, sont assez intéressantes quand on a été amené à échanger avec les Chinois sur l'éco-village. Alors, les Chinois nous disent, mais comment vous êtes assez engagés sur cette démarche et il faut qu'on stoppe finalement la migration vers les villes. Ils sont 400 millions dans les villes, il faut stopper. Et ils imaginent des éco-villages. Alors, les éco-villages, nous, quand on pense éco-village, on pense à ces villes de 30 000 habitants. Pour le Chinois, c'est 1,5 million l'éco-village. Donc, on est dans un schéma qui est complètement différent. Mais je pense que dans la démarche sociologique du coup d'approche, est-ce qu'il faut du coup densifier, comment on densifie les villes, comment l'acceptabilité se fait au travers de la mobilité. Au Japon, la réflexion, on le voit, ils utilisent de plus en plus dans les phases de conception, de construction de bâtiments, des systèmes de réalité virtuelle, réalité augmentée, où on peut du coup à distance et en multi-acteurs, participer au travers d'une maquette qu'on perçoit en réalité virtuelle, échanger avec l'architecte, le constructeur. Et la raison que donne le japonais, c'est finalement à Tokyo, 30 000 habitants, déplacement énorme, pour éviter de perdre son temps dans les déplacements, il pousse du coup ces techniques de réalité virtuelle. Donc on voit même dans la phase de conception des réflexions pour effectivement éviter d'avoir à se déplacer. Les mobilités vont être un vrai enjeu de demain. Et on le voit à travers le télétravail actuellement. Là, c'est des choix qui sont liés à la réglementation, en fait. Et bien souvent, donc, les choix qui ont été faits par les bureaux d'études en fait, étaient liés à ce que proposait la réglementation. Avec l'évolution de la réglementation, on voit que la pompe à chaleur va être poussée et pour remplacer du coup, le chauffage au gaz. Donc, il y a la réglementation qui oriente énormément ces choix. Après, je voudrais rajouter quelque chose. On regarde du coup pour mieux comprendre aussi la consommation. Donc, on met en place des capteurs. On a beaucoup travaillé sur des simulations thermiques dynamiques pour mieux comprendre, en fonction de l'usage fait du bâtiment, la consommation énergétique. Donc là, on a des modèles qui permettent d'apprécier ça. Il faut maintenant qu'on capte de la valeur pour, au regard des calculs théoriques qui ont été faits maintenant il y a environ une dizaine d'années, qu'on vérifie que les calculs théoriques, effectivement, sont le reflet de la réalité. Et on est rentré dans une phase pour un certain nombre de choses où il faut que nos modèles théoriques puissent être confrontés avec la réalité. Et là, on bute un peu sur pas mal de choses, en fait, déjà sur notre capacité à capter cette donnée. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup plus et du coup, à nouveau avec l'ensemble de l'écosystème sur la volonté de mettre des capteurs pour avoir cette donnée et pouvoir la traiter. On a engagé des travaux de recherche avec des promoteurs, par exemple Veolia. On essaie de mieux comprendre du coup cette consommation et on voit bien que finalement, ce qui ressort, c'est des problématiques de facteurs humains. C'est je n'éteins pas le chauffage parce que je ne saurais pas le rallumer, par exemple. Des choses comme ça qu'on a vues avec de l'intelligence artificielle. Et on n'est plus du tout au problème de la production. C'est des problèmes de facteurs humains où j'ai bien sûr laissé ma fenêtre ouverte, mais on voit bien qu'il y a plein de choses à adresser et qu'il faut de la donnée pour pouvoir aller au bout de ce sujet. C'est une très bonne question parce qu'on a des retours assez étonnants. On a bien sûr regardé à pousser ce qu'on appelle le Building Operating System, c'est-à-dire une couche supérieure qui vient adresser l'ensemble du coup des usages, qui donc permet de connecter une GTB, le contrôle d'accès et toutes les fonctionnalités techniques. Les clients n'en veulent pas parce que ça a un coût. Donc, il faut bien sûr qu'on trouve la solution pour le valoriser, pour pas que ça ait un coût supplémentaire.
Mais l'hyper-technologie des bâtiments, je pense que le client n'en veut pas forcément. On a d'autres retours aussi, des retours de la personne publique, où quand on met des systèmes trop complexes dans des écoles, dans des hôpitaux, en fait, le retour, c'est qu'ils n'ont pas le personnel pour adresser ces systèmes trop complexes. Donc là, il faut qu'on trouve du coup la solution qui amène de la valeur sans ramener de complexité. Il faut aussi, et là c'est les travaux qu'on fait de notre côté, avoir les capteurs qui remontent la bonne donnée. Et là c'est un travail complexe, on le voit sur nos gros ouvrages, le TGI, voilà, où on met des capteurs, des compteurs, et avant de faire tourner la mécanique des compteurs, il nous faut beaucoup de temps. Je parle d'1, 2 années pour que la donnée remonte correctement. Donc on a des systèmes sur des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de regrouper des familles de données pour mieux comprendre pourquoi les données ne remontent pas proprement. Et dès lors qu'on aura cette donnée propre, on pourra commencer à la traiter et à faire des choses intéressantes. La question de la formation des artisans ou de la formation générale du public. Il y a quelques jours, je travaillais sur la mobilité et on m'a expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire les itinéraires de bus. Et donc, il y a même une compétence pour se déplacer, à laquelle on ne pense pas. Donc, quand vous parlez des systèmes complexes de gestion, eh ben, la question de la formation ou de l'appropriation par le public de ces techniques est absolument essentielle. C'est extraordinaire, ce que vous dites, parce qu'on l'a encore vu au Japon là, il y a 10 jours, c'est démographie vieillissante, plus de 50% de la population qui a plus de 50 ans, et qui du coup devient un frein sur la capacité à s'acculturer au système, aux nouvelles technologies. Et on le voit du coup, c'est un frein dans les entreprises de BTP pour pouvoir accepter d'utiliser la réalité virtuelle, d'utiliser des nouveaux systèmes. On voit bien qu'il va falloir du coup trouver le moyen que ces technologies effectivement soient adoptées par le plus grand nombre. Nous, ce qu'on constate, il y a un certain nombre d'opérations sur lesquelles les équipes de Thiébaut ont travaillé sur la mise en œuvre de briques de terre crue. Mais la limite du système, c'est la massification, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des modes constructifs qui permettent de massifier. Et c'est vrai qu'il faut qu'on multiplie les initiatives en briques de terre crue, qu'on passe, parce que il y a un sujet de corpus technico-réglementaire énorme. Il faut tout construire sur Thiébaut parlait d'ATEX, mais il faut tout construire avec ces nouveaux matériaux. Le béton, pendant des décennies, tout l'écosystème autour du béton a construit une réglementation, un corpus technico-réglementaire extrêmement solide. Pour les autres matériaux, il y a des trous dans la raquette. Donc, il faut y travailler, notamment sur la terre crue. Bon. Mais au-delà de la brique de terre crue, il faudrait aller sur des systèmes, des modes constructifs qui permettent de massifier. Et nous, il y a d'ores et déjà des initiatives qu'on est en train de pousser, notamment avec Saint-Gobain, de bancher, de réaliser des bétons de terre banchés. Ce qui nous permettrait, bancher, vous savez, les banches, c'est ce qui nous sert à réaliser nos voiles, à coffrer nos voiles en béton. Donc, ce sont des outils et des matériels traditionnellement utilisés par nos coffreurs bancheurs. Et là, vous parliez de formation tout à l'heure, là c'est formidable parce qu'on utilise un savoir-faire, l'utilisation de la banche, pour mettre en œuvre un autre matériau. Si on arrivait à avancer là-dessus, sur le béton de terre, je pense que ce serait top. En fait, on revient sur des... Bon, il y a le côté réglementaire, il y a le côté mise en œuvre. C'est-à-dire que le béton, ça se met plutôt facilement en œuvre. Quand on arrive à le délivrer sur le chantier, la grue est là pour le mettre en œuvre. La terre crue, c'est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des premières expérimentations de terre crue où on venait mettre effectivement de la terre crue dans la banche et puis il y avait des ouvriers, des compagnons qui venaient tasser tous les 15 cm d'épaisseur pour créer l'ouvrage. On est là dans un système où il faut vraiment avancer plus vite, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des compagnons à tasser, il faut trouver des robots. Et du coup, il faut robotiser, automatiser la tâche. On pense bien sûr à nouveau impression de matériaux en terre crue. Et là, il faut du coup travailler sur la fluidité du matériau qu'on arrive à régler avec le béton, puisqu'on arrive du coup au niveau de l'emmener, et puis éventuellement au niveau de la tête d'impression, à ajouter un élément d'adjudification pour du coup faire qu'il reprend assez vite.
Donc, il y a des enjeux énormes de mise en œuvre qu'il faut qu'on règle, qu'on a réglé depuis, effectivement, comme on le dit, plus de 70 ans sur le béton, qu'on n'a pas réglé sur ce nouveau matériau. Quels sont les outils qu'on utilise? Je parlais de l'Everest tout à l'heure. C'est l'Everest, c'est le chantier de la data carbone. Donc, effectivement, on mobilise énormément de moyens humains et d'investissement en euros pour être capable de compter le carbone. Et là, il y a un certain nombre d'acteurs qui développent des logiciels, des outils pour ça. Et puis, comme toujours, sur l'IT, il y a des sujets de mise en cohérence entre tous les outils, avec les différents acteurs, etc. Bon. La question porte sur comment est-ce que vous imposez des choses, des performances carbone à vos fournisseurs et à vos sous-traitants. Oui, si nous-mêmes, on a réussi à pousser du bas carbone avec nos clients. Si nous-mêmes, on a réussi à ce que les solutions bas carbone soient acceptées et prises en charge, et auquel cas, effectivement. Donc, en fait, c'est un jeu, on a un rôle de passerelle. Il faut qu'on aille chercher, nous, entreprise générale, il faut qu'on aille chercher les innovations dans les PME, dans les startups, parce que l'innovation, elle est là. Et qu'on la propose, qu'on la prescrive, qu'on la suggère à nos clients, à nos investisseurs, à nos promoteurs, à nos maîtres d'ouvrage publics, qu'ils l'acceptent. Il y a l'enjeu financier, on en a parlé. Et puis derrière, on va le mettre en œuvre. Vous pouvez peut-être nous dire si en France, on est en avance, en retard sur la décarbonation du bâtiment par rapport à des pays voisins? Moi, j'ai vécu 10 ans en Asie pour Bouygues. Hong Kong et Singapour, on est très en avance. Très en avance. Et cette RE 2020 qui a fait couler tant d'encre, effectivement, elle est quand même, elle est pas dans tous les pays. Donc, oui, on est en avance. On le voit quand on regarde du coup la question de l'alignement sur la taxonomie verte. On a bien donc en train de regarder des critères européens appliqués à notre activité monde, et on ne sera pas du tout aligné à Hong Kong, pas du tout aligné à Singapour. On voit que en Europe aussi, peut-être plus en Suisse et au UK, mais même au UK, en Angleterre, on n'a pas de corrélation immédiate entre une RE 2020 et puis du coup des conditions, donc on a du mal à l'écrire. Donc on est plutôt en avance effectivement en France. Alors je reviens sur les outils. Je pense que les outils, on les a. Hein, modéliser des sommes de carbone, on sait faire. En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait la juste valeur qui nous permette de faire les bons choix et de se projeter. Et c'est là où il y a un travail avec la supply chain à faire, qui est en cours, mais qui prend du temps pour avoir pas les valeurs par défaut et pour pouvoir bien les comprendre. Donc c'est un travail à nouveau de l'écosystème complet, la construction, pour pouvoir le partager, pouvoir le comparer, parce que vous parliez éventuellement dans les appels d'offres, est-ce qu'on a indiqué, il faut que ça soit comparable, c'est-à-dire qu'entre la proposition qu'on fait et celle d'un concurrent, qu'on puisse la comparer de même manière. Et là, ça demande beaucoup de travail de collaboration, je pense. Je pense qu'au regard de l'urgence, bien sûr, il faut qu'on utilise les techniques connues actuelles, qu'on regarde des solutions pour se disrupter, mais il faut qu'on utilise les technologies qu'on maîtrise. Alors, pour autant, on voit que sur le sujet de la biodiversité, de l'économie circulaire, on a besoin de faire entrer dans nos composants de la construction des matériaux nouveaux, et on a besoin, je pense, que la réglementation adopte plus rapidement nos évolutions et nos propositions d'innovation. Et que la démarche, effectivement, peut-être parce que l'IoT nous aide, parce qu'on peut mettre des capteurs dans nos projets expérimentaux pour que l'acceptation du réglementaire soit plus rapide. Je peux avoir, du coup, pendant une période donnée, peut-être, et je reparle de la façade avec de la laine de coton, où on accepte sur certains projets l'expérimentation avec des capteurs qui nous font remonter très vite de la donnée pour comprendre dans le temps, dans le vieillissement, que la solution est acceptable ou pas acceptable, pour qu'on progresse plus vite. Alors là, il y a vraiment un effort à faire pour que, du coup, des corpus comme le CSTB… Ça, c'est le bac à sable. C'est le bac à sable, mais on ne le fait pas trop. Alors,
On voudrait le faire, nous, avec des ateliers d'expérience, mais on a besoin de bac à sable. Mais bac à sable, est-ce que c'est le démonstrateur en atelier hors cycle production ou est-ce qu'on se donne la possibilité, sur certains ouvrages, de faire des bacs à sable expérimentaux? Captation carbone, donc bien sûr, c'est des sujets qu'on regarde, mais on le regarde on le voit bien que c'est sur des flux carbone importants. C'est-à-dire que, effectivement, au niveau d'une cimenterie, on a des flux importants. Et là, ça devient intéressant de le regarder, mais c'est les cimentiers qui vont le regarder. C'est pas... Au contraire, je peux même ajouter, c'est-à-dire que, surtout quand on a parlé de la ventilation naturelle, moi, je pense qu'un jour, tous les bâtiments, à côté de la ventilation ou de leur système de ventilation, devront capter le CO2 de l'air et le déposer sous forme de calcaire à la porte avec les boueurs qui vont aller le chercher tous les matins ou toutes les semaines. Et le coût de la ventilation naturelle est très important parce que si on veut que le rendement énergétique soit à peu près bon, il faut que ce soit le vent. Il faut que ça arrive sans qu'il y ait de ventilateur, disons, progressivement. Donc voilà. Donc, alors, il est gentil de m'avoir permis de poser la question. Comme il y a des milliards et des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, il va bien falloir aller le chercher à une échelle telle qu'il faut que chaque bâtiment ou chaque quartier en fasse sa part, et pas simplement le CO2 industriel. Alors, sujet largement en discussion, là aussi, on l'a évoqué avec les entreprises japonaises. Le sujet, c'est que aller capter 400 ppm de CO2, c'est peu et du coup, c'est pas rentable. Donc, tant que le coût carbone est bas, il n'y a pas de rentabilité. Donc, c'est bien quelque chose qu'il faut qu'on travaille au niveau de la recherche pour être prêt mais à 400 ppm. C'est rentable pour la planète et l'humanité. Mais je suis persuadé. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on le regarde. Alors, on regarde, entre autres, on essaie de regarder de capter du carbone sur des granulats qu'on réinjecte dans du béton. C'est complexe parce que ça modifie du coup la passivité du béton, donc l'agressivité sur les aciers. Donc, c'est des travaux de recherche. Merci. Le bois, je sais que ça vous intéressait, le bois, et moi aussi, ça me passionne. Et donc, vous avez montré des très belles choses en bois. Ça nous passionne et en même temps, ça nous inquiète parce que regardez les forêts françaises, l'état dans lequel elles se trouvent en ce moment à cause du changement climatique, les difficultés de s'approvisionner. Donc, est-ce que vous pourriez dire, à votre avis, quel est l'avenir en pourcentage des constructions nouvelles, quel est l'avenir de la proportion de bois dans ces bâtiments nouveaux? Chaque année, la forêt française, la superficie de la forêt française augmente de la taille de Paris, et depuis des années et des années. Dorénavant, la forêt française, c'est un tiers de la superficie de notre pays. Et on avait cet échange avant le débat. L'accroissement naturel du coût des forêts françaises, c'est 90 millions de mètres cubes. On utilise aujourd'hui la moitié, 45 millions de mètres cubes. Donc, on utilise finalement qu'une partie de l'accroissement naturel. Et en fait, moi, je fais, après avoir passé beaucoup de temps sur la construction bois là, ces dernières années, moi, je suis convaincu qu'en fait, c'est en entretenant les forêts, en les exploitant de manière durable, de manière responsable, qu'à la fois, on va résoudre les sujets de forêt en déshérence, etc. Et à la fois, on va créer les conditions de l'utilisation du bois comme une ressource qui séquestre, qui stocke et qui séquestre le carbone. Mais après, évidemment, nous, on est des partisans de la mixité des matériaux et c'est en aucun cas le tout bois. Ça va être une somme de solutions. C'est une conclusion agréable. D'abord, ce que vous avez dit, que l'accroissement naturel du bois de la forêt en France est très important. Hein. La forêt gagne du terrain. Malheureusement, elle souffre quand même. Beaucoup d'essences souffrent. Le hêtre, vous ne le voyez plus parce qu'il fait trop chaud, etc. Vous avez des scolites. Les épicéas sont scolités. Exactement. Et donc, les scolites,
je crois que si on s'y prend assez tôt, on peut encore l'utiliser. Absolument, Voilà. exactement. Et, Voilà. et vous ne croyez pas si bien dire, puisque lundi, on visitait avec Édouard Bouygues, et donc notre grand patron, la scierie Pifto en Vendée, qui fait du CLT, du lamellé croisé. Et effectivement, on voyait une couleur bleue sur certaines lamelles. C'est de l'épicéa scolité qu'on arrive à utiliser si on le fait suffisamment tôt. Et donc, effectivement, et derrière, après, on replante des essences qui sont plus adaptées au changement climatique, mieux adaptées au changement climatique. En fait, c'est intéressant parce qu'à nouveau, on est sur la performance. On a tiré la performance énergétique en laissant tomber du coup le renouvellement de l'air. Et là, on revient sur des qualités sanitaires. On dit, mais au fait, la qualité de l'intérieur, c'est important. Et la qualité de l'intérieur des bâtiments est moins bonne que l'extérieur. Donc, on est obligé de réajuster pour que, à nouveau, comme on l'a dit, c'est multicritères. Il faut prendre en compte la qualité de l'air, la performance énergétique, l'isolation. Et là, je pense qu'on est prêt. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, on peut discuter. On a les outils pour intégrer ces sujets-là. On a les outils métiers pour intégrer toutes ces contraintes et repenser à ces sujets de qualité de l'intérieur, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes tous les deux enthousiastes, passionnés par votre métier. Donc, c'est ça qui est agréable à entendre. Donc, je vous félicite, je vous remercie et bon vent, bon courage, bonne réussite. Merci beaucoup.